Que feriez-vous si votre richesse était si immense, que le monde entier devenait votre terrain de jeu? L'empereur Elagabal ne se posait pas cette question. Il vivait simplement. Il organisait des banquets où les tables étaient en argent massif, les plats décorés de perles moulues et la nourriture venait des recoins les plus exotiques de l'Empire. Un exemple? Langue de flamand rose, cerveau d'autruche, et anguille, qui selon certains récits, étaient nourris avec les restes d'esclaves chrétiens. Exagéré? Peut-être. Mais pas impossible, quand le pouvoir n'a pas de limite. Dans la Rome antique, être riche ne signifiait pas seulement avoir. C'était dominer. C'était décider qui vivait, qui mourait et comment vous seriez rappelé. Mais au-delà des banquets, des palais et des pièces d'or, il y avait quelque chose de plus profond, un mode de vie fondé sur le luxe, l'obsession de l'apparence, et le besoin éternel de laisser une empreinte. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la vie se passait au sommet de cette pyramide. Que mangeait-il? Comment s'habillait-il? Où dormait-il? Comment pensaient les hommes et les femmes les plus puissants de l'empire le plus influent de l'histoire? Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez que la richesse ne se mesure pas toujours en or, mais en quelque chose de plus sombre, plus addictif, et bien plus humain. Pour comprendre ce qu'était vraiment le pouvoir à Rome, il faut parler de Marcus Licinius Crassus. Ce n'était pas un empereur. Ce n'était pas César. Il n'était pas aimé du peuple ni rappelé pour des exploits militaires glorieux. Il était quelque chose de plus froid. De plus calculateur. Crassus était l'architecte silencieux du pouvoir économique absolu. Un homme qui transforma la destruction en richesse, et la tragédie, en opportunité. Son histoire commence lors des purges sanglantes de Lucius Cornelius Sulla, un dictateur qui éliminait ses ennemis politiques en confisquant leurs biens. Alors que Rome pleurait, Crassus achetait. Des propriétés entières étaient vendues à des prix dérisoires par peur ou par force. Crassus, avec un sourire serein et un sac plein de pièces, les achetait une à une. Il savait que chaque maison abandonnée était un futur trésor. Mais ce qui était vraiment brillant, c'était son modèle d'affaires. Crassus bâtit sa fortune sur le feu. Littéralement. Il organisa une brigade d'esclaves pompiers. Si votre maison brûlait, il arrivait le premier, pas avec de l'eau, mais avec une offre, il l'achetait en plein incendie. Puis, avec ses propres ouvriers, plus de 500 architectes et constructeurs esclaves, il la reconstruisait en un temps record. En quelques années, il contrôlait des blocs entiers de Rome. Pas par héritage, pas par guerre, mais par stratégie. Sa fortune était si colossale que l'historien Plutarque estima qu'il possédait plus de 7000 talents d'or. Une somme équivalente au budget total de l'Empire pour une année entière. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, cela équivaudrait à ce qu'une seule personne concentre le produit intérieur brut d'un pays européen entier. Mais Crassus n'était pas seulement riche. Il était influent. Il finançait des campagnes politiques, exerçait une pression sur les sénateurs et achetait des loyautés comme on achète du pain au marché. Il était l'un des 3 piliers du célèbre premier triumvirat, aux côtés de Pompée et de Jules César. Et bien que son nom ne soit pas gravé dans le marbre de l'histoire avec le même poids, son ombre fut décisive. Le prix d'une telle ambition? Sa vie se termina dans l'une des campagnes les plus désastreuses de Rome, l'expédition en partie. Certains disent qu'il mourut exécuté. D'autres, que les Parthes lui firent avaler de l'or fondu en punition pour sa cupidité. Réalité ou mythe, peu importe. Ce qui importe, c'est que son histoire nous enseigne quelque chose d'éternel, qu'en temps de crise, certains fuient, et d'autres achètent. Et à Rome, celui qui achetait, commandait. À Rome, on n'était pas riche à cause de ce que l'on possédait, mais à cause de ce que l'on pouvait posséder sans que personne n'ose le remettre en question. La richesse ne se mesurait pas en pièces, mais en terre. En hectares, en colonnes de marbre, en mosaïques qui couvraient des salles entières. Chaque brique était une affirmation, je suis au-dessus de toi. Les villas des riches n'étaient pas des maisons. C'étaient des micro-empires. Un aristocrate romain n'avait pas besoin de sortir pour quoi que ce soit. À l'intérieur de sa propriété, il avait des jardins, des thermes privés, des bibliothèques, des hôtels, des esclaves qui s'occupaient de chaque aspect de sa vie. Les vestibules étaient conçus pour impressionner. Avec des plafonds hauts, des fontaines intérieures, des sculptures grecques importées, et des fresques peintes par les artistes les plus recherchés de l'époque. Mais ce qui était le plus important n'était pas ce que l'on voyait, mais ce que l'on ne voyait pas, l'accès à l'eau. Les systèmes d'aqueducs qui apportaient l'eau à la ville étaient des monuments d'ingénierie. Mais seuls quelques-uns avaient des tuyaux directs dans leur maison.
Une piscine privée avec eau courante au 1er siècle? Ce détail à lui seul vous plaçait au sommet de la hiérarchie. À Pompéi, la ville figée dans le temps par l'éruption du Vésuve, les archéologues ont trouvé des villas allant jusqu'à 3000 m², avec des fresques racontant les exploits familiaux, des plafonds décorés d'or, et des jardins intérieurs avec des systèmes d'irrigation souterrains. De plus, les riches ne vivaient pas seulement dans la ville. Ils possédaient plusieurs propriétés, des villas rurales en Campanie, des résidences d'été dans le Latium, et même des terrains dans les provinces conquises. Ces terres étaient exploitées par des esclaves et des locataires, produisant du vin, du blé, de l'huile d'olive et du bétail. Pas seulement pour la consommation personnelle, mais pour le commerce et l'influence. Dans le monde romain, posséder des terres signifiait posséder du pouvoir. Mais pas seulement à cause de ce qu'elles produisaient, mais parce que personne d'autre ne pouvait y poser un pied sans votre permission. Et au-delà du luxe visuel, le véritable privilège était celui-ci, l'espace. L'espace pour dormir sans bruit. Pour manger sans hâte. Pour penser sans interruption. Car dans un Rome bondée, sale, bruyante et dangereuse, le silence était aussi une forme de richesse. Dans la Rome antique, le dîner n'était pas une nécessité, c'était une œuvre d'art. Et comme toute œuvre, il avait une scène, un public, et un but, démontrer le pouvoir sans dire un mot. Les banquets romains n'étaient pas de simples repas. C'étaient des cérémonies soigneusement orchestrées. Ils commençaient au crépuscule et pouvaient durer jusqu'à tard dans la nuit. Tout commençait par la disposition du triclinium, la salle où les invités s'allongeaient sur des divans en argent ou en bois sculpté. Les invités étaient placés selon leur rang social, et chaque position avait un sens. S'asseoir près de l'hôte était une déclaration politique. Les esclaves, formés pour se déplacer sans faire de bruit, servaient du vin épicé, de l'eau parfumée pour se laver les mains, et des entrées comme des huîtres crues, des œufs farcis et du pain au miel. Puis venait le spectacle, la mensa prima. Le plat principal. Ici, il n'y avait pas de limite. Des animaux entiers farcis d'autres animaux étaient servis, un sanglier avec des oiseaux à l'intérieur, un poisson cuit avec de petits serpents. Tout devait provoquer l'émerveillement. Les ingrédients venaient des coins les plus reculés de l'Empire, garum d'Hispanie, dattes d'Afrique, homards de Sicile, truffes du nord de l'Italie. Mais l'objectif n'était pas le goût. C'était l'émerveillement. Certains hôtes faisaient placer des pièces d'or sous les plats, comme cadeau surprise. D'autres demandaient à leurs cuisiniers de servir les aliments dans des sculptures de glace qui fondaient pendant le dîner. Les boissons étaient servies dans des coupes en verre phénicien ou en or massif. Parfois, les invités se lavaient les mains avec du vin. Oui, du vin pur, pas pour l'hygiène, mais pour l'excès. Le dessert, ou mensa secunda, n'était pas en reste, des fruits trempés dans du miel, des sucreries avec des pétales de rose, des glaces apportées avec de la neige transportée des Alpes. Et pendant tout cela, des poètes récitaient des vers, des musiciens jouaient de la harpe ou de la flûte, et des comédiens faisaient rire les invités. Le divertissement faisait partie du menu. Il y avait même des règles, manger trop vite était considéré comme vulgaire. Rendre le plat sans y toucher pouvait être une offense. Et vomir, c'était, croyez-le ou non, une coutume acceptée pour pouvoir continuer à manger. Car le but n'était pas de se nourrir. Il s'agissait de résister. Résister à l'excès, à l'abondance, à l'opulence. Au banquet, on mesurait qui pouvait supporter le plus. Pas en force, mais en estomac. Et surtout, jusqu'où un homme était prêt à aller, pour faire savoir qu'il était au-dessus de tout le monde. À Rome, s'habiller n'était pas une question de style. C'était une déclaration politique. Vos vêtements, vos bijoux, même votre coiffure parlait pour vous avant que vous ouvriez la bouche. C'était votre carte de visite, votre carte d'identité sociale, et votre armure symbolique. Les tuniques des riches étaient faites de lin fin ou de soie importée de Chine. Mais ce qui marquait vraiment la différence, c'était la couleur. Le pourpre de Tyr, un colorant extrait des mollusques par un processus lent et extrêmement coûteux, était réservé exclusivement aux plus puissants. Seuls les empereurs ou certains sénateurs pouvaient le porter entièrement. Un bord pourpre sur la toge signifiait déjà que vous étiez proche du pouvoir. Mais il ne s'agissait pas seulement de vêtements. Tout le corps était décoré. Les femmes aristocratiques portaient des coiffures tellement complexes qu'elles nécessitaient des heures de travail et des mains expertes qui savaient comment tresser, gonfler et maintenir des structures capillaires ressemblant à de véritables couronnes vivantes. Certaines portaient des perruques importées d'Afrique du Nord, d'autres appliquaient des huiles parfumées qui coûtaient plus cher qu'une maison. Les coiffures féminines ne changeaient pas seulement avec la mode.
Elle changeait avec la politique. Si une impératrice imposait un nouveau style, toute l'élite le copiait. C'était une façon de s'aligner avec la figure du plus grand pouvoir. Chez les hommes, la barbe ou son absence était également un symbole. L'empereur Adrien imposa la mode de la barbe complète, auparavant considérée comme négligée, et ainsi transforma l'idéal masculin pendant des décennies. Les bijoux, eux, étaient omniprésents. Des bagues à chaque doigt, des colliers de perles, des bracelets en or massif. Certaines romaines portaient des colliers si lourds qu'elles avaient besoin d'aide pour marcher. Une bague n'était pas simplement un ornement. C'était un outil, avec elle, on scellait des lettres, des contrats, des décrets. C'était une signature personnelle en miniature, et les plus riches en possédaient plusieurs, chacune avec une fonction différente. Il existait même des bijoux pour les animaux. Des chats avec des colliers, des faucons avec des clochettes en argent, et, selon Pline l'Ancien, une femme si riche qu'elle offrit un bracelet en émeraude à une anguille. Ces gestes, connus sous le nom de « munra », étaient visibles, mémorables et coûteux. Mais ils valaient chaque sestertius. Parce qu'il ne se contentait pas d'élever le statut du bienfaiteur, il lui garantissait de l'influence, du respect, et souvent, de l'immunité. Certains riches donnaient des milliers de deniers en pain, vin ou huile pour le peuple. Pas par compassion, mais parce qu'ils savaient que le soutien de la plèbe pouvait influencer les décisions politiques. Dans les inscriptions qui nous sont parvenues, on peut lire des phrases comme X a payé pour la restauration de cet aqueduc pour la plus grande gloire de sa famille. Y a offert cette fontaine au peuple, et a été élu édile l'année suivante. Même la mort était une occasion de donner. Beaucoup laissaient des instructions spécifiques dans leur testament, distribuer de l'argent aux pauvres, libérer des esclaves, financer des spectacles publics. Pas par remords, mais pour préserver leur nom de famille. Parce que dans une société obsédée par la postérité, chaque acte de charité était aussi un acte de préservation symbolique de soi. Et bien que certains gestes viennent effectivement du désir sincère de servir, comme ceux de Pline le Jeune, qui a aidé à financer l'éducation des orphelins, la plupart du temps, la charité était un calcul. À Rome, donner n'était pas perdre. C'était investir. Parce qu'ayant tout, le seul héritage qu'il reste à construire, c'est la façon dont on sera rappelé. 2000 ans plus tard. Rome est toujours vivante. Pas dans ses statues, pas dans ses ruines, mais dans nos coutumes. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de tuniques pourpres ni d'esclaves parfumant nos mains. Nous portons des montres de luxe, des vêtements de créateurs, des jets privés et des villas sur des collines avec vue sur la mer. Mais le principe reste le même, démontrer sans mots qui détient le contrôle. Les réseaux sociaux sont le nouveau triclinium. Nous publions ce que nous mangeons, nous voyageons, comment nous nous habillons, non pour partager, mais pour nous démarquer. Montrer que nous vivons mieux. Que nous sommes, d'une certaine manière, supérieurs. Et bien que nous ne gravions plus nos visages sur des pièces de monnaie, nous imprimons notre image dans des campagnes, des marques, des billets virtuels, des NFTs, des plaques de fondateurs, des biographies gonflées. Les banquets sont désormais des fêtes exclusives. Les villas romaines, des pantous blindés. Les dons publics, des campagnes philanthropiques avec couverture médiatique. Même le « temps libre » reste un symbole d'élite. Aujourd'hui, comme hier, ceux qui peuvent ne pas travailler tout en continuant à gagner de l'argent sont vus comme des réussis. Alors, qu'est-ce qui a changé, alors? Seulement l'emballage. Parce que nous continuons à croire que la valeur réside dans ce qui est visible. Que la richesse, le pouvoir et le statut doivent être montrés. Que si personne ne le voit, cela ne compte pas. Dans ce miroir, Rome n'était pas simplement une civilisation. C'était un manuel. Un manuel que, sans le réaliser, nous continuons à lire chaque jour. Arrêtez-vous un moment. Si vous étiez né dans la Rome antique, vous imaginez-vous? Vous réveillant entre des draps de lin, entouré de sculptures et de jardins privés. Ou marchant pieds nus sur des rues pavées, portant de l'eau pour un autre, sans droit de parler ni de décider. Parce que la vérité est qu'à Rome, comme dans toute société, la richesse de certains était possible grâce à la pauvreté des autres. Et bien que ces monuments soient tombés, ces idées sur le pouvoir, la hiérarchie et le prestige, restent debout. Alors, la question est inévitable. Avons-nous vraiment évolué? Ou avons-nous seulement changé les masques? Si ce voyage au cœur de la Rome riche vous a fait réfléchir, dites-le moi dans les commentaires. Quelle partie vous a le plus surpris? À quel moment avez-vous eu l'impression que l'histoire ressemblait trop au présent? Et si vous connaissez quelqu'un qui croit encore que l'ostentation n'est qu'une affaire d'influenceurs modernes,
partagez cette vidéo avec lui. Parce que comprendre Rome, c'est aussi nous comprendre nous-mêmes. À bientôt dans le prochain épisode. Et rappelez-vous, un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la répéter.